dois passer la main? C'est moi, Laurent, qui aura la présentation. D'accord. Alors, Je vais essayer de partager le bon écran. Alors évidemment, ça met un pare-feu, donc je veux a priori enregistrer mon écran. Il faut que je donne l'autorisation. Est-ce que ça va marcher? Bon, on va essayer. Est-ce que vous... alors, on ne voit pas la présentation pour le moment. On voit que ta super coupe de cheveux. Ouais, bah, ça c'est les dégâts du On confinement. voit que ton nombril. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que je peux afficher? Ben, je peux pas. Ah si, ça y est. Ok. Je débloque toutes les sécurités d'Apple et puis ça devrait marcher. Il faut que je quitte et que je revienne. Donc c'est génial ce système. Donc je reviens tout de suite. Pas de problème. Merci pour vos questions qu'on voit arriver au fur et à mesure. On pourra les prendre et les poser lors de la table ronde. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure, même si c'est pour les intervenants qui sont intervenus tout à l'heure. Posez les questions, on les garde sous la main pour. Je suis revenu, voilà, je remets le son. Est-ce que j'ai toujours le partage? Oui, c'est bon. Oui. C'est passé. Comment je fais pour partager mon écran du coup? En fait, ok, afficher mon écran. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez rien. Oui. Et là, vous voyez quelque chose. Non. Non. Ça, c'est gênant parce que j'ai partagé mon écran. Vous voyez quelque chose? On voit nos. Ah, si, c'est bon. Parfait. Oui, Voilà. parfait, c'est bon. C'est bon, Laurent. Très bien. Bon, j'espère que ça va. S'il y a un souci, vous me le dites. Donc, une présentation en binôme avec Laure Morel, directeur de l'ONSGSI, que je laisse intervenir à son gré, puisque là, en visio, c'est pas toujours évident d'échanger en direct. Donc le Lorentz Smartities Living Lab, donc déjà ce que je peux dire peut-être en préambule, c'est qu'il y a un certain nombre de notions qui ont été présentées préalablement par nos collègues et amis qui vont peut-être se retrouver ici, donc ça me permettra d'aller plus vite et peut-être d'approfondir certains points. On partage effectivement toute cette vision de sciences citoyennes, tous les développements qu'on peut voir au territoire InLab, ça nous inspire et enfin on a eu des démarches un peu similaires aussi au niveau de l'université de Lorraine, donc on va retrouver un peu ces éléments-là au fil de cette présentation. Le Lorraine Smartities Living Lab, c'est déjà 15 ans d'expérience, déjà avec un premier espace au sein de l'ONSGSI, 50 mètres carrés. Je vous passe toutes les étapes, mais vous pouvez voir les différents logos, labels, etc. Mais on a développé des espaces, des réseaux, on a co-construit avec des collègues de la Dynamique Living Lab, France Living Lab, le réseau européen, mais également autour des Fab Labs, donc des espaces, des réseaux, des compétences, avec un certain nombre de projets, et aujourd'hui, notamment avec la démarche autour des territoires d'innovation, eh ben, on a des projets à la fois nationaux, plus des projets européens, donc rien à voir avec le territoire d'innovation, mais en parallèle des projets européens. Donc ça a commencé petit, et puis
aujourd'hui, on a des interactions et des échanges et des travaux au niveau national et international. Et on a développé différents concepts en partant du Living Lab. On peut parler de Fab Living Lab, de Green Fab Lab. Je pourrais en parler si vous avez des questions. Donc tous ces éléments-là, développés sur 15 années, en fait, ont plusieurs origines de façon très schématique, et ça rejoint notamment des choses qu'a pu évoquer Pascal en début de séminaire. C'est l'évolution des modes de production de la science, et aujourd'hui on parle volontiers de science participative et citoyenne ou citoyenne. En tout cas, nous, ça nous va bien, et donc c'est des petits éléments d'épistémologie, mais on voit bien qu'on est passé d'une lecture cloisonnée des choses à une production, un mode de production qui nécessite de croiser à la fois les disciplines, de faire, si possible, de l'interdisciplinaire, voire du transdisciplinaire, mais surtout, en fait, on est sur la connaissance qui est socialement distribuée, qui est partagée à travers la société, et donc il est indispensable et nécessaire d'impliquer les citoyens, et on a eu quelques exemples préalablement. Le petit clin d'œil poétique et littéraire, c'est la notion de complexité, comme dit le Petit Prince dans Saint-Exupéry, comme dit Saint-Exupéry, pardon, dans le Petit Prince, en parlant d'apprivoiser, c'est quelque chose de trop oublié, dit le renard, ça signifie créer des liens, et en fait, complexité, c'est complexus. Donc c'est un des paradigmes sur lesquels on s'appuie, et ce qu'on essaye de faire à travers notre projet, nos projets, c'est vraiment de travailler sur la science des liens, et on va essayer de le démontrer. La seule slide où il y a beaucoup de texte, juste pour préciser quelques notions autour du Lorentz Smartities Living Lab. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà peut-être pu présenter à d'autres occasions, mais plus pour vous remettre en mémoire, c'est que le Lorentz Smartities Living Lab, c'est un centre de ressources qui va s'appuyer sur un certain nombre de notions, donc des espaces universitaires juridiquement neutres, c'est-à-dire c'est des lieux où on peut travailler, où on peut faire de la science justement citoyenne. On peut, comme le disent certains auteurs, mettre en place ce qu'on appelle des forums hybrides, si on reprend du Calon, Latour, dans leur livre Agir dans un monde incertain. Donc un lieu où on va pouvoir poser des controverses scientifiques, voir les faire émerger, travailler ensemble, en garantissant donc cette neutralité, et puis surtout en créant les moyens et en allant chercher des moyens à travers des fondations universitaires ou d'autres types de fondations. Des espaces de travail, de co-design, de prototypage, de matérialisation, donc c'est notamment nous, le Fab Living Lab, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, et puis l'organisation d'événements, de processus qui nous permettent d'aller travailler avec les usagers et les citoyens. Et on a par exemple l'Open Citizen Lab, dont on montrera quelques extraits tout à l'heure. Et tout ça, c'est finalement donc un centre de ressources porté conjointement à la fois par le laboratoire ERPI et le ENSGSI, donc ERPI pour équipe de processus innovatifs, ENSGSI, École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation. Donc pour faire simple, la formation et la recherche sur l'innovation. Et ce qui est plus important, c'est que derrière ça, en fait, c'est surtout l'open innovation, et donc tout naturellement, nous, ça nous a amené à ouvrir nos démarches, puisqu'on va vers les citoyens, on cherche à intégrer le plus de parties prenantes possible, parce qu'il faut construire ensemble, comme on a pu le voir dans les présentations précédentes. Et ben, nous, assez naturellement, on a ouvert la gouvernance du Lorentz Smartities Living Lab pour pas être juste un projet porté par un laboratoire et une école. Et donc, on n'a pas de structure juridique propre derrière ce mode projet, c'est vraiment l'esprit de la mutualisation, de la collaboration, et d'aller ensemble attaquer des questions scientifiques, des défis sociétaux, et essayer de les résoudre ensemble. Le qualificatif Lorraine qu'on peut retrouver, ça correspond en fait au territoire de l'Université de Lorraine. Donc ça prouve bien qu'on n'est pas purement laboratoire RP ou GSI, mais c'est vraiment l'Université de Lorraine dans laquelle on s'inscrit. Et au-delà de ça, dans l'ouverture de la gouvernance, comme on peut le voir sur cette slide, c'est l'association, la collaboration qu'on met en œuvre avec AgroParisTech et INRAE, et je pense que on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ça a été vraiment de dire comment finalement on va nous intégrer ce qu'on a déjà développé depuis une quinzaine d'années et enrichir les points de vue. Alors vous pouvez voir sur les pétales en haut un certain nombre de thématiques
et d'enjeux sur lesquels on a pu travailler ou sur lesquels on travaille, transition énergétique, écologique, transition numérique, l'art d'habiter, de se déplacer, santé, bien-être, et puis ce qui a émergé plus récemment, depuis 2-3 ans maintenant, donc la relation homme, forêt, nature, à travers notamment le projet des hommes et des arbres. Pour aborder ces enjeux et ces défis, en fait, on a un certain nombre de structures qui vont, ou d'infrastructures qui vont aider en fait à se rencontrer. On a entendu le mot tiers-lieu tout à l'heure avec Pascal, on l'a recité ici, on l'a mentionné ici, on a, nous, le Lorraine Fab Living Lab, on a l'espace physique Foresting Lab qui est à Nancy, mais dont on voit qu'il y a plusieurs INLab en France qui peuvent sans doute peut-être permettre d'avoir un réseau national, des démonstrateurs ad hoc selon les projets, les besoins, et puis on a aussi la dimension incubation, portage ou accompagnement des entrepreneurs avec l'incubateur Lorrain, et les liens avec le PIL de l'Université de Lorraine. Et comme je le disais tout à l'heure, des espaces universitaires juridiquement neutres. Donc, nous, historiquement, on avait la Fondation de l'Université de Lorraine, mais en ouvrant la gouvernance, on peut évidemment toucher la Fondation AgroParisTech, et ces dispositifs permettent effectivement de mettre en place, alors nous, on parle de chaires collaboratives. Tout à l'heure, on voyait le terme chaire partenariale. Hein, on est un peu sur le même principe qui est d'aller associer donc différents univers, j'y reviendrai juste après. Et donc, du coup, on a le Lorraine Smart Cities Lab, qui est ce centre de ressources universitaires, centre de ressources collaboratifs, pardon, de l'Université de Lorraine, mais qui s'ouvre à tout un ensemble de partenaires pour aller accompagner la recherche, le développement des innovations et également la formation et le développement d'une culture citoyenne. Donc, concrètement, comment on met ça en œuvre ? Ben, en fait, nous, on a essayé de formaliser, de développer notre méthodologie d'ingénierie, donc de l'approche en mode Living Lab. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec les chaires collaboratives et le fait d'associer différents partenaires, en fait, on va mettre autour de la table des universités, des entreprises, des collectivités, des citoyens. Au niveau des réseaux Living Lab, on parle des partenariats public-privé population, hein, les fameux 4P. Et finalement, c'est quoi ces fameux 4P? Ben, c'est la rencontre de l'innovation par l'usage, de l'innovation collaborative, et de mailler ensemble des méthodes et des techniques qui pouvaient exister par ailleurs, de les amplifier de façon à générer des processus et des espaces collaboratifs, physiques ou virtuels. Et en ces temps de travail à distance, je pense qu'on se représente bien cette notion de collaboratif virtuel, mais en tout cas de faire en sorte que des liens se créent et que on puisse avancer malgré la distance géographique, malgré la distance culturelle, malgré la distance disciplinaire, malgré les différents obstacles qui peuvent parfois se présenter à nous. Et là, il y a un travail autour du diagnostic et prospectif par l'usage, la conception pour les usagers, ça c'est on va dire la forme de base. Le plus intéressant, c'est quand on commence à faire avec les usagers et les citoyens, et éventuellement créer les conditions pour que les usagers et les citoyens puissent faire par eux-mêmes. Et ce que présentait précédemment Mathieu à travers le projet de fabrique augmentée, globalement la fabrique des hommes et des arbres, ben c'est vraiment l'idée de créer cette capacitation citoyenne pour lequel ben les acteurs du territoire peuvent s'inscrire, développer des produits, des services au sens sociétal du terme. Et évidemment, puisqu'on ne réussit pas forcément toujours du premier coup, bah, créer cette démarche d'expérimentation, d'essai-erreur, d'accepter de mettre des démonstrateurs qui peuvent s'affiner, s'ajuster au fur et à mesure, et sur cette base-là, bah, déployer des démonstrateurs sur le territoire qui pourront essaimer, être reproduits, dupliqués, améliorés. Et le plus important, c'est de tendre vers des décisions soutenables et partagées, c'est-à-dire de faire en sorte de s'inscrire dans ces fameux enjeux de société dont on parlait tout à l'heure, et de tenir compte des défis environnementaux qui enfin, je pense qu'il n'y a plus de débat sur ça aujourd'hui, notamment climatique. Donc, je vous ai parlé de l'ingénierie donc méthodologique, et au-delà de ça, donc ça, on s'est basé sur notre propre expérience en portant nos propres projets en mode Living Lab. Mais on a été également pas mal sollicité
pour accompagner d'autres structures, d'autres projets, soit d'espace ou de démarche Living Lab. Et du coup, on a également développé une ingénierie de l'accompagnement, de la création de Living Lab ou de démarche Living Lab. Et ce processus d'accompagnement, en fait, on peut le caractériser à travers 5 grandes notions. On ne rentre pas forcément dans les détails là, mais c'est vraiment pour vous donner des idées fortes. Donc, clarifier l'intention stratégique pour voir où on souhaite aller, hein, quel est le sens de l'action dans lequel collectivement on veut s'engager. Faire un diagnostic ou des diagnostics de l'écosystème et surtout des compétences des acteurs de l'écosystème ou des structures dans l'écosystème. Co-création d'espaces physiques ou virtuels, enfin là j'ai mis un espace, mais ça peut être plusieurs espaces physiques ou virtuels de collaboration. Ces espaces pouvant être maillés, reliés entre eux à la manière d'un archipel. Alors archipel avec un C, ça sera mieux, hein, excusez pour la faute. Une fois qu'on a co-créé ces espaces, eh ben, on peut aller vers un dimensionnement adapté, c'est-à-dire aller chercher les moyens qui sont strictement nécessaire et n'est pas dispendieux dans les ressources, puisque on entendait tout à l'heure, l'argent public n'est plus ne coule pas forcément en abondance, et donc il faut peut-être mieux faire avec les justes moyens, quoi. Et évidemment, toujours être dans cette logique d'expérimentation et d'itération, donc c'est-à-dire à adapter, améliorer au fur et à mesure. Quelques exemples concrets, donc déjà on peut parler du Fab Living Lab. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, vous êtes déjà venus sur la plateforme ou alors vous nous avez croisés dans d'autres espaces avec le Nomad Lab. Donc je ne rentre pas dans les détails, s'il y a des questions tout à l'heure, je pourrais y revenir hein, sur cette étape de co-création, prototypage et test par l'usage. Quelques exemples antérieurs d'un certain nombre de démonstrateurs qu'on a pu mettre en place sur le territoire lorrain. Je vous disais qu'on agissait sur l'ensemble du territoire lorrain, en tout cas historiquement. Maintenant, on va un peu plus loin, mais voilà quelques exemples avec des thématiques extrêmement différentes qui ont toujours ce fil conducteur des défis sociétaux et environnementaux, hein, mobilité active par exemple, des nouvelles formes d'énergie, les usages et l'énergie, la mise en place et la co-conception des co-quartiers, des démonstrateurs autour, ou des questionnements autour de la Smart City, de l'usage des données, la question des données citoyennes, l'implémentation ou le développement de l'écosystème Alzette-Belval, pour vous citer quelques exemples. Et puis, le principal exemple qui nous intéresse sans doute aujourd'hui, c'est effectivement la préfiguration sur laquelle on a travaillé des hommes et des arbres. Hein. Aujourd'hui, on peut parler complètement du projet, mais ça, ce sont les étapes de préfiguration où on a eu un certain nombre d'interventions, où on a pu travailler avec des publics très différents à l'occasion du Salon Cité Santé, de la Foire internationale de Nancy, les ateliers des possibles qui étaient des ateliers organisés par Bruno Cohen avec la métropole du Grand Nancy et les acteurs du territoire, d'autres ateliers pilotes pour ensemble, c'est pour ça qu'on se connaît tous à peu près bien aujourd'hui, clarifier et préciser ce qu'on entendait notamment par cette démarche collaborative à travers donc cette vision de ce qui est devenu la fabrique augmentée que Mathieu a très bien présenté avant, donc j'ai pas besoin d'entrer dans les détails, je te remercie Mathieu. Un exemple encore avec quelques patchwork des photos donc, de la foire internationale en 2018, où ensemble, Métropole, INRAE, alors vous m'excuserez, il y a un vieux logo là, de l'INRA, je n'ai pas pu enlever, mais donc, qui est devenu INRAE, AgroParisTech, le CPIE de Champenoux, donc avec le projet City, voilà. Donc, ensemble, on a vraiment pu faire une belle effervescence en mixant des projets qui étaient en lien soit avec des entreprises, soit avec des laboratoires de recherche, soit avec le territoire. Et comme on peut le voir sur la photo centrale, il y avait vraiment une belle affluence et énormément de contributions citoyennes à travers les enquêtes ou les cartes interactives sur lesquelles les passants, les personnes présentes ont vraiment accepté de jouer le jeu, et on a pu voir à cette occasion qu'il y avait un vrai engouement et une vraie envie à la fois citoyenne au sens large, mais d'une diversité d'acteurs de s'investir sur le territoire et d'avancer ensemble.
Et pour vous donner d'autres exemples, à différentes échelles, on a accompagné au niveau du Grand Est certains territoires, certains projets de territoire, soit à travers des contrats de recherche, des ateliers pédagogiques avec nos étudiants, des visites de sites ou des visites du LF2L pour inspirer, donner quelques conseils, accompagner, mise à disposition ou encadrement de stagiaires, jusqu'à la mise en place de thèses en co-tutelle pour co-construire ensemble vraiment la connaissance de façon à ce que ce soit approprié de façon la plus fine et la plus pérenne possible, puisqu'on est sur des projets de 3-4 ans minimum, que ce soit en France, en Colombie, au Chili, au Canada par exemple. De l'accompagnement et du parrainage d'autres Living Labs en Europe, et l'implication dans le réseau ENOL, donc le réseau européen des Living Labs, à travers, par exemple, les Open Living Lab Days, qui se sont cette année transformés en Digital Living Lab Days, avec notamment la mise en place de Task Force Oriented Action, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faire travailler ensemble des Living Labs européens, ensemble sur des enjeux de société. Donc, on voit bien que l'expérience lorraine peut s'exporter et peut rentrer sans doute en résonance avec d'autres territoires pour s'inspirer ou pour partager notre pratique. Et plus concrètement, si on revient au territoire local, donc Mathieu a présenté la carte de gauche tout à l'heure. Donc ça, c'était une vision des lieux identifiés ou pré-identifiés dans le cadre de la fabrique Nancy Grandcoeur et plus globalement des hommes, la fabrique des hommes et des arbres, pardon, donc plus globalement du projet des hommes et des arbres. Et donc l'idée, c'est de voir comment on est capable de rendre dynamique ce type de cartographie. Donc on a déjà un peu commencé, et ce sera la suite du travail à venir, de façon à ce qu'on puisse continuer à la fois à travailler ensemble, à comprendre ce que font les uns et les autres et comment interagir en synergie. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Enfin, moi, j'en ai fini pour cette rapide présentation. Merci beaucoup, Laurent, pour la présentation. Alors, comme tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les partager maintenant. Sinon, j'en aurais bien une ou deux qui me sont passées par la tête au cours des dernières minutes. Et notamment autour de l'implication des populations, on a vu que c'était, des citoyens, on a vu que c'était vraiment un des éléments clés de l'approche Living Lab. Et dans un contexte un petit peu forestier où on a parfois du mal justement à atteindre certaines populations, je pense par exemple aux propriétaires privés parce que c'est un cas emblématique, mais ça peut être d'autres. Comment est-ce qu'on fait dans ce type de démarche pour impliquer des populations qui n'ont pas tendance à s'impliquer d'elles-mêmes dans ces démarches? Comment on fait pour aller chercher justement ces personnes-là dans la démarche collective? Alors c'est une très bonne question. Nous, on a rencontré ce défi-là sur un certain nombre de projets, alors pas forcément forestiers historiquement parlant, parce que c'était pas notre domaine de prédilection au départ. Mais par exemple, quand on conçoit des éco-quartiers ou des éco-cités à partir de friches industrielles ou de friches territoriales, en fait, il n'y a pas d'usagers. Et donc, du coup, tout le défi, c'est de faire de la prospective en termes d'usage. Et dans un premier temps, on peut aller chercher des acteurs qui peuvent s'apparenter à. On peut recouper à travers le croisement de différentes communautés. Nous, on aime bien parler de communautés de pratique. Et donc, c'est aller chercher un maximum d'acteurs en fait différents qui vont vous donner un maximum de points de vue possible sur une situation. On va parler par exemple excusez-moi le jargon, de saturation heuristique, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller chercher les personnes les plus représentatives. Par exemple, si on a 10% de personnes âgées ou de plus de tel type de métier, etc., c'est pas forcément la représentation en termes statistiques qui va être intéressante, mais c'est vraiment la diversité des points de vue, ce qui fait que même si on ne peut pas aller chercher spécifiquement telle ou telle personne, on peut espérer, par ce procédé qui est une démarche scientifique qui a été démontrée, avoir la diversité donc, des points de vue et s'assurer de tenir compte d'un maximum de paramètres. Maintenant, c'est évidemment pas forcément complètement exhaustif. Alors, tu veux peut-être compléter? Moi, je crois que par rapport à ça, un des aspects qui a été démontré dans les recherches qui ont été
menées par les précurseurs dans ces approches Living Lab, hein, comme Salzstone, montraient que la notion de confiance était prépondérante. Et je crois que la thèse qui est faite donc en collaboration entre INRAE, AgroParisTech et RP, donc les travaux de Maxence, montrent bien à un moment donné, et surtout donc sur ces problématiques avec les propriétaires forestiers, là, qu'il y a une notion de confiance pour pouvoir les approcher. Et puis Maxence, je pense qu'il doit sûrement être là, a montré qu'effectivement, la recherche-action, être dans l'action, être avec eux et co-construire, commençait à avoir du sens plutôt que de mobiliser uniquement des approches qui sont par enquête et système déclaratif ou ou diagnostic à distance. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ces approches-là qui sont nouvelles pour ce champ-là, hein, de la forêt en général, montre toute sa pertinence et la qualité, en fait, justement, de l'information qui peut être recueillie en mettant en place ces approches en mode Living Lab. Et justement, pour compléter, c'est le sens des illustrations qu'on a montrées, c'est que sur DHDA, par exemple, on a multiplié des mises en situation avec des publics très différents pour, en fait, par effet pervasif, aller toucher le plus de gens possible. Donc effectivement, vous pouvez avoir des gens qui sont parfois soit réfractaires ou alors pas du tout informés de la démarche et petit à petit, à force de s'impliquer, de créer des mises en situation différentes, et ben on peut espérer les toucher. Et surtout, en tout cas, ça c'est l'expérience qui nous le montre, c'est qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place des temps de rencontre avec les publics. Où parfois ça peut être un peu conflictuel, hein, très clairement, pour ceux qui se rappellent de la foire, on a pu avoir des moments un peu de clash plus ou moins sympathiques, où des gens vous disent très clairement qu'ils ne sont pas d'accord, ou alors ils évoquent des peurs ou des incompréhensions, et bah, notre rôle, nous, en tant que scientifiques, en tant que chercheurs, mais également en tant que citoyens, c'est justement d'être à l'écoute, de comprendre ces peurs, d'essayer de les désamorcer, de les expliquer, de rationaliser un peu les choses, et puis d'associer ensuite ces personnes en leur proposant de se joindre à la démarche, quoi. Mais c'est un vrai travail presque de dentelle, et le fait de multiplier les rencontres et les points de vue, ça, je pense que c'est une des clés de la réussite. Et en tout cas, nous, avec le Lawrence Martitis Living Lab, voilà, le fait d'avoir démultiplié les projets sur des thématiques parfois extrêmement différentes, et ben après, ça permet d'avoir un vivier d'acteurs, de citoyens, de parties prenantes qui sont sensibilisés à une démarche plus collaborative, plus ouverte, et on a le droit de pas être d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir poser les choses sur la table et d'aborder ces controverses ensemble et essayer d'en sortir par le haut, quoi. Merci beaucoup tous les deux. Alors, on a une question très concrète et très technique que je vais vous soumettre de la part de Myriam Leguet, qui, il s'avère, est directrice de la publication d'une revue qui s'appelle la Revue forestière française. Et la question est la suivante. AgroParisTech Nancy produit une revue scientifique et technique, donc la Revue forestière française, qui publie des contributions d'auteurs d'horizons différents, qui ouvre ses colonnes à ses lecteurs aussi. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour mieux mettre ce média au service de la co-construction des connaissances et des solutions pour engager une transition dans le secteur forestier? Ce qu'on peut faire d'une revue à caractère scientifique et technique un outil pour porter l'innovation telle que vous la présentez. Alors, je trouve ça très intéressant parce que si je fais une comparaison avec une autre revue qui est technique pour l'ingénieur, sciences et techniques pour l'ingénieur, pour moi, ça fait le pendant. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est beaucoup à travailler avec nos étudiants ou les élèves de master ou doctorants sur une partie, par exemple, très technique ou très sur le terrain, et qu'effectivement, peut-être que pour publier dans des revues, dans des journaux un peu plus académiques avec d'autres contraintes, ce serait plus difficile. Alors que là, technique pour l'ingénieur, on publie dedans et on se resserre en fait de ces publications ou d'autres collègues comme base de cas dans
dans notre formation, nos pédagogies. Donc, Myriam, je pense que c'est une très bonne idée et ça pourrait être un support justement au service de la pédagogie pour plus distiller ces approches-là dès le début, dès les premières années de nos cycles ingénieurs et en allant jusqu'à nos masters. Bien entendu. Merci beaucoup à tous les deux, donc Laurent Dupont et Laure Morel de l'ENES-GSI. Pareil, on peut se retrouver à la table ronde après les 2 dernières présentations. Je vous propose de refaire une petite pause de 10 minutes, puisqu'on est dans le timing, et on peut se retrouver à 16h20 pour la 3e et dernière partie de cet après-midi, autour des démarches d'innovation à l'ONF et de la présentation, enfin, du Forest in Lab avec Marie Blandet.